Bonsoir. Nous parlons de médecine à nouveau aujourd'hui avec Jacques Attali et nous en parlons à l'occasion de la sortie de son livre « L'ordre cannibale » publié chez Grasset. Au cours d'une première émission, nous avons vu d'où venait la médecine. Aujourd'hui, nous allons voir où va la médecine. Et nous allons le voir dans une ambiance un petit peu spéciale. Nos maquillages sont blancs, sont un peu tristes. Et nous sommes dans une ambiance qui n'est pas franchement gaie, avec ce squelette d'enfant, avec ces caducées qui menacent de s'effondrer, avec cet oscilloscope qui montre que peut-être un jour, la médecine sera totalement transistorisée et que les médecins auront cessé d'exister, ils seront remplacés par des machines. Jacques Attali, vous nous avez donc montré, dans un premier temps, d'où venait la médecine. Vous nous avez dit que, sans doute, le cannibalisme, à l'origine, représentait un acte en quelque sorte médical, puisque manger les morts empêchait leurs âmes de venir tourmenter les vivants, de leur donner le mal, de les rendre malades. Et puis, nous allons voir quelques images qui vont nous montrer ce que vous appelez les différentes métaphores de l'activité médicale. D'abord, les prêtres qui ont soigné les malades, qui se sont fait les intermédiaires des malades auprès des dieux. Et puis, après les prêtres, les policiers qui, au cours des épidémies, ont séparé les bien portants des malades, en mettant les malades dans ce qu'on appelait les hôpitaux, qui étaient des léproseries, des maladreries. Et puis enfin, troisième métaphore de l'ordre médical, ou de l'ordre cannibale plutôt, apparaissent les médecins, tels que nous les connaissons aujourd'hui, examinant les malades et cherchant à séparer au sein d'une même personne ce qui est bon de ce qui est mauvais en les traitant. Bien, nous en sommes toujours là aujourd'hui. Mais vous le dites, tout ça ne durera pas et même tout cela a commencé à changer. Alors, aujourd'hui, dans la médecine qui est celle que tout le monde connaît, qu'est-ce que vous voyez comme point qui annonce l'avenir et qui vous fait peur? Deux choses. D'abord, le fait que le problème de la santé est au cœur des débats sur la crise économique. Et le fait que la santé coûte cher fait que les sociétés industrielles vont trouver une nouvelle réponse pour faire en sorte qu'elle coûte moins et qu'elle pèse moins sur la rentabilité économique. Or, il est clair qu'en logique économique, la bonne réponse économique serait de remplacer le médecin qui coûte par des machines qui rapportent. Oui. Et deuxième élément, le médecin lui-même, dans son activité actuelle, est de plus en plus fasciné par la machine. Il consacre de moins en moins de temps au malade, il est jugé par le malade et il se juge un peu lui-même en fonction du nombre de médicaments qu'il prescrit et des analyses qu'il ordonne, ce qui fait qu'il conduit peu à peu le malade vers la voie d'un comportement quantifié, ayant confiance uniquement à des chiffres et donc à des machines. Ce qui fait Alors, je me permets de vous interrompre pour d'abord présenter Catherine Dolto, qui est dans un coin, qui prend des notes et qui, médecin généraliste, interviendra tout à l'heure sur le plateau pour redire quelle est son approche personnelle du problème dans son activité quotidienne. Mais alors, je voudrais, Jacques Attali, vous poser une question maintenant qui est celle-ci. Dans ce que vous décrivez, le médecin environné de machines et y croyant, et je puis témoigner que c'est vrai et que c'est la réalité quotidienne de la médecine aujourd'hui, vous voyez, ce lapsus est significatif, j'ai dit la machine à la place de la médecine, eh bien, qui est coupable? L'industrie qui suréquipe les médecins ou les médecins qui se laissent suréquiper? Je dirais ni l'un ni l'autre, mais si j'avais à choisir, je dirais plus l'industrie que le médecin. Ni l'un ni l'autre parce que c'est ça qui est fascinant. C'est une société de connivence dans laquelle nous sommes. Tout le monde croit avoir intérêt à cette évolution. Le médecin, parce qu'il pense qu'ainsi il va préserver son prestige, puisqu'il sera entouré de machines. L'industrie, parce qu'elle pense qu'elle fera des profits. Et le malade potentiel que chacun d'entre nous est, qui pense qu'ainsi il va espérer à davantage d'éternité. Et ce qui est fascinant, c'est que lorsqu'on regarde, comme j'ai essayé de le faire, chacune des étapes de l'évolution du mal dans les années qui viennent, tout semble se passer comme si chacun des pas de l'évolution était un progrès, mais en fait l'aboutissement est abominable. Et c'est ça qui est absolument terrifiant dans cet engrenage, c'est que ça paraît mieux à chaque fois, mais qu'au bout c'est affreux. Oui, vous me faites penser à l'expression qui dit nous allons au bord du gouffre, mais je vais vous faire faire un grand pas en avant. Voilà. C'est un petit peu ce qui risque de se produire. C'est quelque chose comme cela. Ce qui est frappant, c'est que il me semble que cette évolution de la médecine vers sa mort, et au fond elle est mortelle peut-être parce qu'elle est née un jour et qu'elle n'est pas éternelle, se passe en trois étapes, qui sont déjà présentes dans notre vie quotidienne, mais qui me semblent s'organiser l'une après l'autre. Et qui débouchent au bout du compte, dans l'éternité, disons, vers l'organe artificiel, d'abord électronique, puis génétique. Mais d'abord, dès aujourd'hui, la première phase de cette évolution, c'est le fait qu'on va faire que chacun des hommes, bien portants ou malades,
soit en quelque sorte façonné par un modèle de comportement idéal à imiter. Oui, ça c'est très original dans ce que vous dites, et c'est aussi là, comme ça que c'est en train de se passer, c'est-à-dire que le rôle du médecin était de tout temps de soulager la douleur, retarder la mort, c'est-à-dire finalement de soigner les malades, pas de tout temps, depuis 200 ans, oui, 2 siècles. Et maintenant, on s'aperçoit, comme vous le dites dans votre livre, que l'important est de repérer ce qui pourrait être des déviants par rapport à un ordre de santé bien établi. C'est-à-dire que l'on cherche un certain nombre de personnes qui pourraient devenir malades et on veut leur éviter de devenir malades. Alors, dans le sens le plus noble du terme, c'est la prévention. Et dans le cadre de la perversion technologique de la médecine quotidienne, c'est tout un tas de machines qui surveillent et qui enrégimentent Exactement. les futurs malades. Exactement. On définit, n'est-ce pas, non plus la maladie comme étant la douleur qui risque d'entraîner la mort, mais comme le risque d'être un jour en situation de devenir malade. Et la grande angoisse qu'on aura, ce ne sera plus l'angoisse liée à la douleur, mais c'est l'angoisse en amont de la douleur, celle qui peut conduire un jour à avoir de la douleur. Et ce qui va produire une demande formidable au sens économique de machines, comme, disons, le thermomètre et la balance sont le premier signe simple, mais de machines comme l'électrocardiographe, l'électroencéphalographe, et un ensemble d'autres machines qui amèneront, non pas au niveau seulement du cabinet médical, mais de chacun d'entre nous chez lui, à vouloir consommer les moyens de se soigner, les moyens de prévenir la douleur. Et ça, c'est les premières machines Ça, que j'appelle d'autosurveillance qui vont nous je sais environner. qu'une grande firme est en train de préparer une machine, et j'en aurai sans doute un exemplaire dans l'hôpital où je travaille d'ici quelques mois, dans lequel il suffit de se mettre devant la machine, de faire cela. La machine envoie un rayon sur les vaisseaux, les petits vaisseaux de la conjonctive. Et sans qu'il y ait la moindre ponction sanguine, dans les 3 minutes, un ordinateur donne toutes les caractéristiques du gaz, des gaz du sang, des substances, des métaux, de tout ce qui peut être présent dans le sang. Moi, ça me rend plein de frayeur, parce que je sais que ce n'est pas en mesurant les gens à longueur de temps qu'on va leur permettre de vivre heureux. Au contraire, on induit une angoisse fantastique. C'est ça. Mais ça, la médecine y a conduit, parce que le principe de la médecine clinique, c'était bien de séparer l'homme de ses organes et de ne soigner que les organes humains. Exactement. Et c'est en cela que la médecine, en quelque sorte, a préparé ce retour au cannibalisme industriel. Parce que ce qui est frappant, c'est que ceci n'est qu'une première étape. On va avoir d'abord des objets pour surveiller, mais ensuite, les objets ne se contenteront pas de surveiller, ils soigneront. Prenons un exemple, celui du diabète, ce qui est assez fascinant. Bon, il est clair que dans 2 ans, on aura des petites machines qui auront la taille d'une montre, qui permettront de surveiller le niveau d'équilibre du sucre dans le sang, mais que très vite, dans les 2 années qui suivent, on le sait maintenant parce que j'en ai vu des prototypes, dans le même appareil, de la même taille, eh bien, il y aura les produits chimiques capables de réguler le comportement, c'est-à-dire qui éviteront cette manœuvre artisanale qui est la double piqûre d'insuline quotidienne. Et donc, du passage, on passe très facilement de la surveillance à la guérison. Et qu'est-ce qu'on a là? Une sorte de pancréas artificiel. Oui. Bon. Et donc, ceci peut se trouver dans un très grand nombre d'autres fonctions. Et alors, ce qui est frappant, c'est que... Mais dans le cas du diabète, c'est un progrès, ça. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est partout un progrès. Oui. C'est toujours un progrès. Mais c'est que le grand problème qui est derrière ça, c'est qu'à sauver chaque homme, on est peut-être en train de préparer la mort de l'espèce humaine. Expliquez-nous ça. Eh bien, chacun de ces progrès, et au bout, la 3e étape, c'est l'organe artificiel génétique. Et derrière les manipulations génétiques actuelles, il faut bien voir qu'elles ne sont pas tombées en l'air comme ça de n'importe où. Elles sont dans la suite de la réflexion sur l'autosurveillance dont on vient de parler, de l'organe artificiel électronique. Elles sont l'organe artificiel génétique. Et d'ailleurs, la langue de la génétique, c'est la même que la langue de l'informatique. Exactement. C'est le on même parle type de code. C'est le même type de comportement. Donc, ceci est un aboutissement qui est quoi comme aboutissement? Le fait qu'au lieu de réparer les hommes, on va les produire sains, avec une durée de vie un peu comme les objets, n'est-ce pas? Une lampe, elle a une durée de vie déterminée, qui est sa nécessité économique, ou une télévision, ou un objet de ce genre. Au lieu de réparer l'homme, on va le produire sain. Or, il est évident que dans la mesure où l'homme devient une production de l'homme, il devient comme tous les objets. Il est produit, il a une durée de vie, il est façonné par l'homme. Or, il me semble, d'un point de vue philosophique général, qu'un homme produit par l'homme n'est plus un homme. Oui, exactement. Il est une machine, puisqu'il est façonné. Donc, c'est ça où le glissement est fascinant. Progrès par progrès, pour sauver chaque homme, on prépare les conditions d'un homme qui est produit par l'homme qui n'est plus un homme. Alors, à cela, moi, je voudrais ajouter une réflexion médicale. Moi, je souscris à toutes vos analyses, et en particulier, dans un livre qui s'appelait « Les malades », j'avais bien écrit que c'était la faute à tout le monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais il y a une faute aussi, qui, je crois, est bien perçue par les médecins qui réfléchissent un peu à ces problèmes. C'est que la matière vivante n'a rien à voir avec la matière solide. Et quand on prétend réguler le diabète, ou réguler le taux du cholestérol,
finalement, on joue un peu les apprentis sorciers. Je peux dire qu'à l'heure actuelle, avec les découvertes qui viennent de faire sur le cholestérol, ça fait la 3e fois que je vois changer, depuis que je suis médecin, la mode sur le cholestérol. C'est-à-dire que l'approche du cholestérol en trop dans le sang est vécue d'une façon tout à fait différente et entraîne des prescriptions tout à fait différentes. Ce qui montre qu'à l'heure actuelle, ce que l'on contrôle, ou ce que l'on croit contrôler, c'est une compréhension absolument partielle de l'être humain, et qu'on ne peut pas imaginer, même avec des progrès faramineux, que l'on comprendra dans les siècles à venir la totalité du fonctionnement humain. Donc, si vous voulez, c'est là que l'appareil est générateur de faux espoirs, à mon sens, parce qu'il fait des progrès, mais ces progrès, vus d'un point de vue médical, ont des retombées terribles. Et alors là, on revient un peu à Ivan Illich, qui a dit que l'industrialisation allait apporter plus de mal qu'elle ne guérira de patients. Et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, ça fait un petit peu peur, les soi-disant progrès. Alors, Jacques Attali, moi je vous renvoie à une chose. Que devient la liberté dans tout cela? C'est un problème important, la liberté humaine. Vous avez dit l'homme fabriqué par l'homme n'est plus l'homme. Alors, que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Bien, le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Alors, je voudrais maintenant vous poser une question. René Dubos, avec lequel j'ai écrit un livre récemment, qui est l'inventeur des antibiotiques, un très grand penseur sur les sciences humaines, sur la place de l'homme dans la société, et qui s'intéresse beaucoup au problème de l'adaptation, et qui dit, lorsque l'on coupe une branche à un arbre, la branche ne repousse pas, mais l'arbre redistribue ses branches pour que tout marche bien. Et il disait, je n'ai pas retranscrit fidèlement la phrase, je l'ai un petit peu modifiée, mais il m'a dit, pendant que nous faisions le livre, l'avenir de la médecine, ce n'est pas d'inventer un machin qui permette de remplacer un organe défaillant, c'est d'apprendre à l'organisme à fonctionner sans cet organe lésé. Ça va bien entendu tout à fait à contre-courant de tout ce qui se passe, mais je me demande aussi si les progrès biologiques ne peuvent pas faire que tout d'un coup, on apprenne à mieux utiliser les potentialités qui sont énormes de l'organisme et qu'on ne peut pas, par le progrès scientifique, renvoyer un petit peu à l'extérieur la technologie, les appareils. Pensez-vous que ce soit possible? Je pense que c'est véritablement le grand choix de société que la médecine masque. Enfin, disons qu'elle dévoile plutôt. C'est d'un côté une société industrielle, technologique, qui à chaque problème trouve une solution qui est une machine, n'est-ce pas? Pour prendre un exemple simple, à l'alcoolisme, on trouvera comme réponse la greffe du foie ou le foie artificiel, plutôt que de s'intéresser aux raisons sociales pour lesquelles l'alcoolisme se développe. Et un autre type de solution qui serait de s'intéresser aux causes fondamentales et de faire en sorte d'accepter les hommes dans leur diversité. D'accepter que chacun ne soit différent de l'autre et qu'au fond, chacun pense pour lui-même ce qui est la définition de son état normal et anormal. L'équation que l'on prend souvent pour les hommes en disant 1 égale 1, c'est-à-dire un homme égale n'importe quel homme, vous paraît donc quelque chose de tout à fait rejetable. Il faut bien comprendre que les concepts ne sont pas simples. L'égalité, si elle est uniformité, est haïssable. Par contre, l'égalité comme canal d'accès au droit à la différence est nécessaire. Voilà, très bien. Je voudrais maintenant vous poser une question autre, partie d'une réflexion de Lewis Thomas. Lewis Thomas est actuellement la coqueluche des Américains, car il a écrit plusieurs livres. C'est un très grand chercheur, qui est directeur du plus grand centre de recherche sur le cancer à l'heure actuelle, qui a beaucoup vu de spécialités au cours de sa vie. Il a écrit un livre qui existe en français, qui s'appelle Le bal des cellules, et dans une de ses réflexions, il dit ceci. Il dit finalement, il y a 3 types de médecine. Il y a la médecine d'assistance pure, qui concerne le médecin qui s'occupe de ses malades,
et qui prend en charge leur angoisse. Bien. Ensuite, il y a la médecine qui fait appel à la technologie, la médecine intermédiaire. Ou alors là, plus on fait de médecine, plus ça coûte cher. Et elle est généralement peu utile, car elle ne fait que retarder les choses ou les améliorer. Puis il dit, il y a la médecine de très haute technologie, qui est par exemple la vaccination. Et il dit, lorsque la médecine arrive au point de perfection, elle est extraordinairement peu coûteuse et elle peut être appliquée à tout le monde. Alors, moi je vous pose la question, dans l'évolution de la médecine, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu décourager les médecins et expliquer au public que finalement dépenser des centaines de milliards pour prolonger quelques malheureux qui souffrent horriblement, ce n'est peut-être pas cela, et que peut-être avec les crédits de la santé, il y a mieux à faire que cette débauche d'appareils et de technologies finalement relativement peu utiles. Vous avez parfaitement raison. Il faut bien concevoir que dans la plupart des pays industrialisés, la moitié des dépenses de santé sont consacrées aux 2 dernières semaines de vie. Autrement dit... C'est un chiffre extraordinaire. Ça me paraît résumer l'essentiel du problème. Autrement dit, si nous avions une autre attitude à l'égard de la mort, il est clair que nous pourrions avoir une autre attitude à l'égard de la santé. Car au fond, la plupart des hommes ont une vie aliénée, grise, sans intérêt, et notre société fait tout pour faire en sorte que la seule obsession des hommes, c'est d'avoir quelques mois ou quelques semaines de plus de cette vie grise, aliénée et sans intérêt. Alors qu'en fait, si nous cessions d'avoir cette fascination, et si, dès l'enfance, les hommes étaient préparés à accepter la mort pour ce qu'elle est, à savoir quelque chose d'indépassable, eh bien peut-être pourrait-il très vite consacrer les sommes qui sont consacrées à cette fiction de la consolation de la mort et de l'éternité, à faire que la vie cesse d'être grise, aliénée et exploitée. Et en quelque sorte, je crois que la meilleure façon de changer la médecine, de changer la santé et de changer la vie des hommes, serait peut-être de cesser de vouloir enchaîner la mort et faire qu'elle ne gêne plus pour vouloir consacrer ces mêmes efforts à libérer la vie. Je vais vous montrer, avant que nous passions la parole à Catherine Dolto, 2 documents. Le premier représente Descartes. Et sur ce portrait de Descartes, peint par Franz Hals, on voit tout ce que la connaissance scientifique peut imposer au regard d'un homme, c'est-à-dire cette absolue conviction de savoir que la vérité est au bout du regard. Et puis, d'un autre côté, pour voir l'image suivante, on voit un médecin, qui est un médecin gravé par Rembrandt et qui est en visite à l'intérieur d'une maison. Et ce médecin, qui était un médecin très savant de l'époque de Rembrandt, est à l'intérieur de la maison. Et en même temps que l'on sent qu'il a des certitudes qu'il habite, on sent aussi qu'il prend dans son ensemble la situation. Et finalement, ce qu'il va faire, c'est comprendre le malade dans son milieu et prendre en charge l'angoisse de toute la famille. Est-ce que vous pensez, à partir de cela, que l'on va avoir des Descartes bâtissant des appareils ou qu'il y a encore une place pour le médecin? Toute la question est la question de la façon dont nos sociétés vont penser leur rapport à la mort. Je pense que dans une société qui est dans l'axe dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est Descartes qui va l'emporter. Avec l'horreur, parce que Descartes était je dis très simplement, pour parler court, une fausse valeur. Il n'a rien trouvé d'important. Celui qui a trouvé quelque chose d'important à côté de lui, c'était Pascal, même en sciences, n'est-ce pas? Toute la pensée scientifique de Descartes était une absurdité, tandis que la pensée scientifique de Pascal dure encore aujourd'hui dans notre savoir mathématique. Donc or, Pascal, le rôle du médecin n'est pas terminé. Si nos sociétés restent humaines, oui. Si nos sociétés restent humaines. Alors, nous allons demander à Catherine Dolto d'intervenir maintenant dans le débat. Jacques Attali, moi aussi, je suis tout à fait enthousiasmée par votre analyse, mais en même temps, je suis tout à fait terrifiée par ce que vous développez, d'autant plus que moi, dans ma pratique quotidienne de médecin généraliste, j'ai la preuve, chaque jour, qu'une autre façon, c'est-à-dire plus de temps et une autre qualité de travail, permettent de travailler tout à fait bien avec très peu de machines, quelques machines. Et j'espère que ce que vous prédisez ne se réalisera pas. Il y a une chose qui m'a un peu frappée dans votre dialogue avec Jean-Paul Escande tout à l'heure, c'est que vous avez parlé de la maladie, mais comme s'il n'y avait que des maladies comme réelles, et vous n'avez absolument pas parlé de tout ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques et de tout ce que nous voyons nous quotidiennement en majorité, c'est-à-dire un mal de vivre qui se déguise en maladie. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il y a dans votre nouveau système? Ça disparaît? D'abord, n'est-ce pas, pour être clair, ce que j'annonce n'est pas du tout ce que je souhaite. C'est ce que je crois à peu près inévitable dans l'évolution industrielle. Et la seule façon d'éviter que ça ait lieu serait que se renforce complètement un système de pouvoir qui voudrait lutter contre cette société industrielle. Donc c'est véritablement en termes de rapport de pouvoir que les choses se passent.
Pour ce que vous appelez les maladies psychosomatiques, la société industrielle aura aussi des réponses, qui consisteront certainement aussi, là encore, à faire sortir ce type de maladie du cabinet du médecin, soit par des drogues. Et quand on voit les prospectives technologiques que j'ai vues et analysées en détail des grands laboratoires pharmaceutiques, on se rend compte que l'essentiel des marchés sur lesquels ils travaillent sont les marchés de l'angoisse, de la peur. C'est-à-dire l'essentiel des marchés des maladies psychosomatiques. Nous allons vers une société complètement terralénisée, c'est-à-dire où se développera plus encore qu'aujourd'hui l'habitude de la drogue. Au-delà de cela, il existe une potentialité de machines électroniques rendant compte et pouvant satisfaire ce type de maladie, soit réellement par des machines de diagnostic psychanalytique qui dialogueront avec le malade potentiel, qui permettront de se substituer au médecin dans le dialogue en y consacrant du temps, soit des machines même dont j'ai vu l'esquisse, qui sont des machines qui électroniquement jouent le rôle de la drogue, c'est-à-dire se brancheront sur les centres nerveux du plaisir ou de la douleur, pour créer les conditions d'une sérénité, d'une angoisse programmée, ou même de la jonction de l'un et l'autre, car il est bien connu en art, comme en maîtrise des foules, que la meilleure façon de créer du plaisir, c'est de le faire précéder d'une douleur. Et il y a là toute une société qui se prépare industrielle, qui prendra à son compte les maladies psychosomatiques, et qui fera en sorte que cette peur-là aussi soit satisfaite par un objet vendu en grande série. Mais alors, à vous entendre, on dirait que le progrès irait vers une société qui annulerait le problème de l'angoisse, qui dominerait le problème de l'angoisse. Par une société qui répondrait à l'angoisse comme à chacune de ses autres peurs par un objet vendu sur le marché. Prenez le problème de la propreté, par exemple. La propreté est un phénomène très récent, la peur de la saleté. C'est une notion qui apparaît seulement vers les années 20. La saleté est quelque chose de méprisable à partir des années 20. Et il se trouve simplement que vers les années 35-40, on invente la machine à laver. Ce n'est pas la seule solution au problème de la saleté, à la peur de la saleté et à l'angoisse du fait d'être sale. Il se trouve que c'est la principale réponse que la société lui a donnée. Et puis je pense que pour l'angoisse, ça va fonctionner de la même façon. À l'égard de l'angoisse, la société industrielle produit une peur et en même temps une façon de rassurer devant la peur. C'est toujours comme ça qu'une société fonctionne. Une société d'ailleurs ne peut durer que si elle est capable de produire en même temps la réponse, en même temps que le problème. Le problème, c'est l'angoisse. La solution, ça va être les drogues, les machines à consoler, et ensuite les machines à produire du plaisir. Nous allons vers une société en quelque sorte masturbatoire, si je peux employer un mot aussi excessif, c'est-à-dire qui va donner à chacun la possibilité d'un plaisir totalement individuel avec des objets industriels. Oui, vous avez dit tout à l'heure que la médecine n'était peut-être pas éternelle. Alors, est-ce que vous voulez dire que ce sont les médecins qui ne sont pas éternels, c'est-à-dire que quand les gens se sentiront malades, ils iront dans un endroit où il y aura des machines pour les aider? Ou est-ce que c'est la médecine elle-même, c'est-à-dire le fait de, quand on est malade, on se soigne, qui disparaîtrait? Non. Je pense que le rapport au mal va être éternel et que les médecins eux-mêmes vont être éternels. Simplement, le rapport du malade à la maladie ne passera plus directement par le médecin. Les médecins seront, comme dans une activité industrielle comme les autres, en partie dans les entreprises industrielles qui produiront ces machines, en partie producteurs de ces machines. On les verra à la télévision vanter les brevets de ces machines, un peu comme les chanteurs viennent chanter à la télévision pour vendre des disques. Eh bien, les grands professeurs viendront à la télévision pour parler de leur qualité, mais en fait pour vendre les machines qui porteront leur nom. Et puis il y aura des distributeurs, des médecins de base qui seront distributeurs, qui conseilleront l'achat de telle ou telle machine. Et les gens auront les machines chez eux, c'est très important, c'est que les machines, on n'ira pas les consulter quelque part. Elles seront tellement miniaturisées qu'on les aura chez soi et qu'on passera son temps à être tellement angoissé qu'on les utilisera. Et donc les médecins, le mot médecin disparaîtra à mon avis pour une catégorie très générale, bio-ingénieur, mais qui ira de l'OS jusqu'à l'inventeur et au PDG. Mais de façon extrêmement banale, comme l'est aujourd'hui l'industrie de l'automobile ou celle du disque. Justement, les machines. Dans votre livre, et puis tout à l'heure, vous avez parlé de prothèses. Et pour nous, les prothèses, habituellement, c'est un bras artificiel, une jambe artificielle. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça pourrait être, ces prothèses? Eh bien, ce sera trois choses en 3 temps successifs. D'abord, ce sera des moyens de surveiller le corps, un peu dont le thermomètre ou la balance constitue le balbutiement. Et on aura des prothèses de surveillance, des moyens de surveillance comme individuellement, chacun pourra avoir des électrocardiographes, des électroencéphalographes, des moyens de surveillance des ondes du cerveau pour surveiller la tension nerveuse. Tout ça existe déjà. Mais ils sauront les lire?
Mais c'est très facile. Il suffira d'une programmation qui est déjà faite d'ordinateur pour donner une lecture au moins aussi correcte que la plupart des raisonnements simples qu'on peut faire sur ce type d'appareil. On en aura d'autres pour surveiller la tension artérielle, le rythme cardiaque et le comparer aux paramètres normalisés. Et justement, comme ça conduit à une comparaison à des paramètres normalisés, ça conduit peu à peu à des prothèses plus complexes qui sont des prothèses de régulation, c'est-à-dire des organes artificiels, comme on parlait tout à l'heure à propos du pancréas, ou comme le pacemaker est le premier exemple, qui est une prothèse artificielle d'une certaine fonction du cœur. Et puis on pourra aller encore plus loin, et c'est la troisième étape avec la génétique qui donnera des prothèses vivantes. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que la vie produite artificiellement devient une prothèse elle-même. Vous avez l'air de donner une place négative à la prévention. Non. Je ne donne pas une place négative. J'ai le sentiment que la prévention est absolument fondamentale. Il est certain que c'est là que se situe le cœur de la réduction des dépenses de santé. Mais il y a plusieurs façons de répondre au problème de la prévention. Une première serait de transformer radicalement notre mode de vie, de faire en sorte que nous n'ayons plus la possibilité de créer par les transports ou par le logement, par les rapports de pouvoir dans nos sociétés, un mode de vie pathogène. Mais la seconde, c'est de développer la prévention en disant soignez-vous vous-même, surveillez-vous vous-même, et en développant une telle angoisse qu'on ne fasse par la prévention que développer un formidable marché pour ces objets-là, et non pas transformer la société. Bien, eh bien écoutez, je crois que nous arrivons maintenant au terme de cette émission. Je dois dire que l'analyse de Jacques Attali ne doit pas être vue comme un pessimisme voulu, mais comme l'analyse objective de ce qui est en train de se mettre en place. Cela dit, l'histoire nous prouve que les hommes, toujours, savent s'adapter, et qu'avant de faire le dernier pas au bord du précipice, ils reculent, attendent et se mettent à l'abri. Espérons que cela sera, et remercions Jacques Attali de nous avoir donné cette analyse qui nous permettra de faire le pas en arrière au moment où il le faut. Bonsoir, merci.